Bien, tout d'abord, merci pour votre invitation. Faut-il faire autrement? Oui, je sais, mais j'ai compris. Enfin, c'est quand même moins désagréable que l'invitation pour hier, quand même. Bon. L'électrocardiogramme dans la visite de non-contre-indication, est-ce que c'est indispensable? Donc, je n'ai pas particulièrement de conflit d'intérêt pour cette communication. Et tout d'abord, je crois qu'il faut bien qu'on recible les choses parce qu'il y a un grand débat, même en France, au niveau de la place de l'électrocardiogramme. Et je suis toujours étonné parce qu'il y a beaucoup de gens qui débattent, mais ils n'ont pas vraiment forcément entendu la question. Donc, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on propose un bilan cardiovasculaire dans la visite de non-contre-indication au sport? Et après, on verra qu'on se limite à la compétition. Tout d'abord, Laurent vous l'a dit, c'est bon de faire du sport pour la santé, ça doit toujours être encouragé. Je suis désespéré de voir la photo qu'a choisie le Revue du praticien avec comme titre « La mort subite, comment arrêter l'hécatombe » et derrière vous avez le marathon de Paris. Effectivement, ça va encourager les gens à aller faire de la course à pied pour perdre du poids. Mais le sport intense peut aussi tuer un cardiaque méconnu et le sport intense, je le répète, ne crée pas la pathologie mais il va la révéler. En fait, notre visite de non-contre-indication, tout le monde est d'accord, que ce soit les Américains, il y a quelques petits pays, il y a le Danemark qui n'est pas encore d'accord, j'ai cru entendre que la Belgique aussi faisait de la résistance, au moins la Belgique francophone, mais la plupart des pays disent oui, il faut faire une visite de non-contre-indication pour trois raisons, soit légales, on va le voir, soit pour des raisons éthiques et médicales. Laurent vous l'a dit, il y a quand même au minimum 1300 personnes qui meurent en faisant une activité sportive en France par an, c'est pas beaucoup, certes, ça fait 3 par jour. Donc effectivement, c'est pas beaucoup. Alors en France, c'est simple, la contrainte légale, on l'a, puisque pour faire du sport en compétition, comme ça vous est marqué ici, souligné, tout médecin, toute personne doit avoir un certificat de non-contre-indication, et ça peut être fait par tout médecin, son contenu bilan médical est libre. En fait, les contraintes éthiques et médicales, maintenant, pourquoi est-ce qu'on propose une visite de non-contre-indication? Pour détecter les personnes qui ont un risque d'être porteurs d'une maladie cardiovasculaire qui elle-même, si cette personne fait du sport intense, va aggraver la maladie, c'est quand même le but de la prévention, ou cette maladie peut se compliquer d'un accident grave. C'est à ça que sert la visite de non-contre-indication. Sur le plan cardiovasculaire, je vous rappelle quand même que sur le plan orthopédique et articulaire, la visite a un rôle très important, mais c'est rare d'avoir quelqu'un totalement asymptomatique sur le plan ostéo-articulaire où la visite va détecter quelque chose qui va interdire de faire du sport. Donc le bilan va devoir proposer les examens qui vont répondre à ces deux questions. Et surtout, on n'a pas de doute à avoir, parce que si on a un doute, on se dit peut-être ben que oui, peut-être ben que non, la personne risque de mourir. Deuxième problème, c'est la compétition. Est-ce que franchement, vous pensez qu'entre ces deux femmes qui sont là, qui font de la compétition, et lancent la masse des personnes qui prennent le départ du marathon, on a la même approche de la compétition? En France, oui. Vous voulez faire un 10 km avec votre fille, on en a parlé hier, en courant tout tranquillement, vous avez le même bilan demandé que pour quelqu'un qui s'entraîne comme un fou pour être le meilleur. Alors revenons aux recommandations. Les recommandations qui parlent du sport en compétition parlent d'un entraînement structuré, intense, mené dans le but d'obtenir le meilleur classement ou la meilleure performance. La plupart des gens qui prennent le départ du marathon de Paris vont finir entre 4 et 5 heures, voire 4 ou 6 heures. Donc franchement, leur risque n'est pas aussi important qu'on veut bien le faire croire. Et en France, c'est le même tarif. Alors en France, c'est simple. Qu'est-ce que nous disent les recommandations? Ce sont des recommandations, ce n'est pas la loi. Pour les gens qui font de la compétition entre 12 et 35 ans, il est recommandé de faire un interrogatoire personnel et familial, un examen physique et un électrocardiogramme de repos. Cet électrocardiogramme sera fait lors de la première licence, puis tous les 3 ans, jusqu'à 20 ans, tout simplement pour que s'il y a une maladie génétique, cette maladie ait le temps d'exprimer le phénotype, et tous les 5 ans, jusqu'à 35 ans. Cette visite est réalisée par le médecin généraliste, aux frais du sportif, je le rappelle, c'est-à-dire que beaucoup de médecins généralistes font une feuille de sécurité sociale, normalement c'est hors la loi, et le bilan complémentaire cardiologique, lui, sera pris en charge par la sécurité sociale lorsqu'il sera justifié. L'examen clinique va regrouper l'interrogatoire, l'examen physique. Bien sûr, l'interrogatoire est essentiel, Laurent a insisté sur les symptômes, je ne détaille pas plus loin. Se pose la question de l'électrocardiogramme de repos et du grand débat. D'un côté, l'Europe qui a plutôt tendance à dire oui, de l'autre côté, les Américains, non. Alors tout d'abord, on va relativiser un tout petit peu les choses, puisque Colbert, dans le New England Journal of Medicine, avait lancé un sondage
auprès des médecins pour qu'ils répondent s'ils étaient pour la visite de non-contre-indication avec l'électrocardiogramme, pas de visite, ou bien simplement l'interrogatoire, l'examen physique. En bleu, vous avez pas de visite, en rose, interrogatoire, examen physique, et en vert, interrogatoire, examen physique et électrocardiogramme. Vous voyez qu'en Europe, il y a 66% des cardiologues qui ont répondu au vote, qui ont dit qu'ils étaient pour l'AS totale, interrogatoire, examen physique et électrocardiogramme, mais aux États-Unis, vous avez quand même 45% des cardiologues américains qui sont aussi pour la place de l'électrocardiogramme. Et l'État du Texas a demandé à ce qu'il y ait un électrocardiogramme de fait depuis quelques jours, aux grandes dames de certains collègues américains. Alors, qu'est-ce qu'il y a de pour la réalisation systématique de l'électrocardiogramme? Premier élément, cette étude, qui est un peu ancienne, 1998, vous comparez le nombre de décès par cardiomyopathie hypertrophique aux États-Unis lors du sport comparé aux Italiens. Vous voyez qu'on passe de 25% à 3%. Les Italiens sont le seul pays au monde à faire, marqué dans la loi, l'électrocardiogramme. L'électrocardiogramme est anormal dans environ 85% des cardiomyopathies hypertrophiques. Donc, l'électrocardiogramme a détecté les cardiomyopathies hypertrophiques en Italie. Il n'y a pas plus de cardiomyopathie hypertrophique aux États-Unis qu'en Italie. Deuxième point, c'est cette courbe que la plupart d'entre vous ont dû voir s'ils s'intéressent un peu au problème de l'électrocardiogramme. C'est l'étude proposée par Corrado. Cette étude est critiquable. Qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre donc qu'avant que l'électrocardiogramme ne soit mis en place, puisqu'il a été mis en place dans les années 80, il y avait à peu près 3,6 décès pour 100 000. Et puis quand l'électrocardiogramme a été mis en place, progressivement, chez les athlètes, on a vu diminuer le nombre de morts subites pour que ça devienne même en dessous des jeunes de même âge qui ne font pas de sport. Alors bien sûr, l'idéal, ça aurait été qu'on ait un groupe d'Italiens qui continuent à faire du sport sans électrocardiogramme pour voir s'il restait à 3,6 pour 100 000. Éthiquement, c'était impossible, surtout qu'en Italie, dans la loi, il est marqué qu'il faut faire un électrocardiogramme. Cette étude est critiquable, mais toutes les études le sont. Mais alors, ce qui m'a fait beaucoup de peine et ce qui nous a beaucoup sidéré, quand on est un petit peu honnête intellectuellement, c'est que le JAC ait accepté de publier cette étude d'une équipe israélienne qui nous montre que, en fait, si les Italiens ont eu autant de diminution, c'est parce que c'est un pic dû au hasard. La preuve, c'est qu'en Israël, il y a eu un pic ici dû au hasard. Vraiment, c'est une injustice vis-à-vis du travail de Domenico Corrado. Domenico Corrado base toutes ces données sur des autopsies. Ce sont des gens qui sont morts, à qui on a eu des autopsies. Sur quoi se basent les Israéliens? Sur, très simplement, les données de morts subites issues de 2 journaux. 2 journaux. Tous les lundis, ils ont regardé combien il y avait de morts. Et ils nous disent, d'ailleurs, c'est le football est le sport le plus dangereux puisqu'il y a 75% de morts subites liées au football. Effectivement, on ne parle que des footballeurs dans les journaux, même quand ils meurent. Ensuite, aucune estimation du nombre de sportifs pratiquants. Bon. Et enfin, ils nous disent, oui, en Israël, on a recommandé la réalisation de l'électrocardiogramme. On ne sait pas s'il est fait, mais on l'a recommandé. Et ils osent comparer leur étude à celle de Corrado, qui, je vous le répète, pour moi est critiquable, bien sûr. Mais il faut quand même un peu rester raisonnable quand on met en cause de ce genre de travail. Alors maintenant, regardons la preuve de l'efficacité de l'examen clinique seul en prévention de la mort subite. C'est-à-dire, est-ce qu'un interrogatoire et un examen clinique détectent ou diminuent le risque de mort subite? Parce que c'est ça la problématique. On nous dit, l'électrocardiogramme n'a pas fait sa preuve. Je réponds, ok. Alors, est-ce que l'interrogatoire et l'examen physique ont fait leur preuve? Aucune étude. Il n'y a aucune étude. Tous ceux qui sont contre l'électrocardiogramme associé à l'examen physique et l'interrogatoire n'ont aucune preuve de l'efficacité de l'interrogatoire et l'examen physique. Alors là, les bras m'en tombent sur le plan scientifique. Non, redresse-toi. Maintenant, comparons les études qui ont détecté des pathologies avec l'interrogatoire et l'examen physique, seuls contre l'interrogatoire, l'examen physique et l'électrocardiogramme. Alors, vous voyez, il y a quand même eu une étude qui a été faite en Angleterre, une étude qui a été faite en Hollande, une étude en Espagne et même une étude aux États-Unis. N'allons que jusque vers la fin. Quand vous faites un interrogatoire, un examen physique, vous détectez 12% de pathologie cardiaque à risque. Quand vous rajoutez l'électrocardiogramme, vous en détectez 88%. Donc, en fait, quand vous faites un bilan cardiovasculaire sans électrocardiogramme de repos pour signer un certificat de non-contre-indication, ça veut dire que vous acceptez de ne détecter presque aucune maladie cardiovasculaire à risque lors de la pratique du sport intense. Donc, à quoi sert cette visite?
Qu'est-ce qui est contre la réalisation systématique de l'électrocardiogramme? Alors, ce qu'on nous oppose, c'est le coût-efficacité de l'électrocardiogramme, les faux négatifs, les particularités. On va voir très rapidement ça. Le coût-efficacité. Alors là, les résultats sont très discordants. Il y en a des études qui nous disent que c'est bénéfique, il y en a qui nous disent que non, peu importe. Et quel est le coût-efficacité de la visite non-contre-indication sans ECG? Personne ne l'a jamais calculé. C'est pas gratuit, cette visite. Et elle ne détecte rien. Donc le coût-bénéfice, à mon avis, il n'est sûrement pas valable. En plus, je vous rappelle que l'électrocardiogramme, normalement, si on respecte ce qui est donné, c'est à la charge des pratiquants. Et est-ce que vraiment, la seule raison, c'est le coût? Combien, et ça je dois ça à Frédéric Schnell, mon collègue avec qui on discute régulièrement, combien il y a de morts liées aux attaques de requins à La Réunion par an? 3, 4, 5. Et on nous parle de mettre des drones qui vont surveiller toutes les attaques de requins. Est-ce qu'on se pose la question du coût? C'est quand même assez étonnant de voir cette disproportion entre l'électrocardiogramme, pour sauver quand même peut-être un peu plus que 5 à 6 personnes, et par contre, la personne ne s'élève contre cette pratique. Alors les faux négatifs de l'électrocardiogramme, il y en a, puisqu'effectivement, l'électrocardiogramme ne détecte pas du tout les anomalies coronaires, et très mal le marfan, les valvulopathies, même le marfan pas du tout, l'athérome coronaire de repos et la tachycardie ventriculaire. Mais tout ça, ça va être détecté par l'électrocardiogramme. Donc c'est vrai qu'il faut faire un électrocardiogramme plus un interrogatoire, plus un examen physique. L'électrocardiogramme seul n'a aucun intérêt. Maintenant, parlons du problème de l'électrocardiogramme de l'athlète, et j'ai été sidéré de voir que dans les recommandations qu'on nous a présentées hier, que je n'ai pas encore eu le temps de dire, des Américains, ils nous reparlent encore des faux positifs de l'électrocardiogramme chez le sportif. À croire qu'ils ne suivent pas l'évolution des publications, c'est vrai qu'elles sont pour la plupart d'origine européenne. Donc vous regardez ici, l'électrocardiogramme chez le sédentaire, normal 95%, anormal entre guillemets 5%. Quelqu'un fait 4 heures de sport par semaine, normal 88%, anormal 12%. Maintenant, je fais plus de 6 heures de sport par semaine, normal 65%, anormal 35% et non pas 45% comme je l'ai malencontreusement écrit. Donc ça veut dire simplement qu'effectivement, quand je fais beaucoup de sport, je vais avoir des particularités sur l'électrocardiogramme. Le problème qu'il y a, c'est que l'interprétation de l'électrocardiogramme classique, vous savez, avec la déviation axiale, l'hypertrophie atriale, électrique, etc., est-ce qu'elle est vraiment adaptée à l'athlète? Quand je prends ici un footballeur du Stade Rennais qui m'a adressé le jeudi pour jouer le samedi, comme d'habitude, vous voyez que qu'est-ce qu'on trouve? Que le bloc, il y a un bloc atrioventriculaire de premier degré, une hypertrophie atriale gauche, une hypertrophie ventriculaire gauche qui ne sont quand même que des hypertrophies électriques, je le répète, et on répond ECG anormal. Effectivement, il y a beaucoup de faux positifs chez l'athlète quand on prend la classification habituelle de l'électrocardiogramme. Et cette classification n'a pas d'intérêt puisque la plupart des particularités ne présentent pas de risque quand on fait du sport. Et pour cela, il y a eu plusieurs études qui ont été faites. La dernière, c'est une étude qui a été conduite par Sanjay Sharma à Londres et à laquelle on a participé, en particulier Frédéric Schnell, en donnant beaucoup de sujets, beaucoup d'électrocardiogrammes d'athlètes. Et vous voyez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont comparé la détection avec des critères affinés de l'électrocardiogramme, la détection de la cardiomyopathie hypertrophique, comparée aux classifications classiques qui sont proposées. Ici, vous avez donc l'électrocardiogramme chez les gens qui ont des cardiomyopathies hypertrophiques, donc vous voyez qu'il est très souvent anormal, 92% à peu près. Et là, vous avez la première classification proposée par le SC chez l'athlète. Il y avait effectivement, en particulier chez les athlètes noirs, 40% de faux positifs si on prenait les critères. Ensuite, il y a les nouveaux critères de Seattle, où on est tombé à peu près à 12% chez les athlètes noirs. Et avec les critères affinés que je vais vous proposer maintenant, vous voyez qu'on a diminué de façon très importante les faux positifs, puisqu'on est juste au-dessus de 10% chez les Africains et à peine 3% chez les athlètes caucasiens. Donc petit à petit, au moins il faut nous reconnaître ça, au niveau européen, on essaye de diminuer ces faux positifs, on est conscient des limites. Alors qu'est-ce qu'on peut accepter à partir des critères affinés de l'électrocardiogramme chez l'athlète? Tout d'abord, une bradycardie sinusale, un bloc atrioventriculaire de premier degré, un bloc de branche droit incomplet, une repolarisation précoce, quel que soit son type, et une hypertrophie ventriculaire gauche isolée. Ça veut donc dire que si vous observez ça, ce n'est pas la peine de demander l'avis d'un cardiologue. Vous signez le certificat de non-contre-indication. Bien sûr, je n'ai pas insisté, et c'est très mal, l'athlète est asymptomatique. Si vous décrit qu'il a des palpitations ou un malaise, même si l'électrocardiogramme est normal, il faudra l'avis du cardiologue.
Deuxième cas, et c'est là où il y a un petit peu la nouveauté, c'est ces particularités un peu douteuses. Est-ce qu'on peut autoriser ou pas la pratique du sport, puisque c'est la question qui est posée. Vous avez donc l'hypertrophie atriale, la déviation axiale de QRS isolée, l'hypertrophie ventriculaire électrique droite, et chez l'afro-caribéen, une particularité de la repolarisation, c'est-à-dire un segment ST surélevé avec une onde T négative jusqu'à la dérivation V4. Si vous avez un seul critère, il n'y a pas besoin de faire de bilan. En d'autres termes, chez l'afro-caribéen, quand vous allez trouver l'électrocardiogramme comme celui que je vais vous montrer juste après, vous ne faites plus de bilan cardiologique. S'il y a plus d'un critère, oui, il faut demander l'avis d'un cardiologue. Voici la particularité dont je vous parlais chez l'athlète afro-caribéen. Ce sus-décalage du point J avec un segment ST convexe surélevé et convexe vers le haut, une onde T négative derrière, qui va jusqu'à V4. Il y en a autant chez les hommes que chez les femmes, et ça touche à peu près 25% des athlètes africains, afro-caribéens, et c'est impossible qu'il y ait une maladie qui ait 25% de prévalence dans une population. Donc, ce n'est pas pathologique. Dernier point, c'est quand est-ce qu'il faut un bilan cardiologique. Ça va être quand vous observez un segment ST sous-décalé, des ondes T négatives au-delà de V1 chez le caucasien, au-delà de V4 chez l'afro-caribéen, les ondes Q anormales, un aspect de préexcitation, un bloc de branche gauche ou de branche droite complet, un QT prolongé, et là faites attention, les normes sont changées chez l'athlète, ce n'est plus 440 et 460 millisecondes comme chez le sujet sédentaire, même si actuellement il y a un débat sur cette durée. Chez l'athlète, c'est 470 millisecondes chez l'homme, 480 millisecondes chez la femme pour parler de QT prolongé. Un aspect de Brugada, ou lorsque vous observez au moins 2 extrasystoles, qu'elles soient supraventriculaires ou ventriculaires chez l'électrocardiogramme de Rho. En fait, ce qui nous pose problème, c'est la repolarisation. Donc, je vous ai schématisé très rapidement ce dont vous ne devez pas avoir peur. Ici, c'est quand vous avez un point J sus-décalé, avec un segment ST et l'onde T qui peut être positive ou négative si vous êtes chez l'afro-caribéen comme ici. Par contre, dès que votre segment ST reste isoélectrique, suivi d'une onde T négative, ou que vous avez un segment ST qui descend ou qui est sous-décalé, faites attention. Ça, c'est toujours anormal et jamais lié au sport. Le sport ne négative pas les ondes T. Là, je passe sur cette diapositive. Comme elles vous seront présentées, vous pourrez les voir sur le site, je vous les ai mises. C'est quand est-ce que vous devez, sur un trouble de la repolarisation, demander ou pas un avis cardiologique. C'est relativement bien codifié maintenant. Alors, l'autre limite qui nous est proposée, oui, mais c'est les généralistes qui vont faire l'électrocardiogramme. Ils ne se souviennent pas forcément de l'interprétation de l'électrocardiogramme normal, etc. On en est parfaitement conscient. On en est parfaitement conscient. En recommandant les recommandations qu'on a faites avec la Société française de cardiologie, on était parti sur la base qu'il fallait former et simplifier la classification de l'électrocardiogramme, et ça marche. Il y a une étude qui a été faite par un auteur américain, Jonathan Dresner, qui regardait quand on a formé tous les médecins, quels qu'ils soient, cardiologistes, médecins du sport, etc., eh bien, avant qu'ils soient formés, ils ont une sensibilité à 89% pour détecter une anomalie, ils montent à 94% quand ils ont été formés. Et avant, sur la spécificité, ils étaient 70% de spécificité dans la lecture des électros, et ils montent à 91%. Donc si on se donne le mal, si on prend le temps de faire cette formation, on va y arriver. Il n'empêche qu'il existe des limites encore. La première, c'est je détecte une anomalie, un QT long, et j'interdis le sport. Alors que je sais que le risque qu'il arrive quelque chose à ce QT long est très très faible. Et ça, effectivement, c'est un problème. Nous ne savons pas détecter actuellement la personne qui, quand elle présente une anomalie, risque d'avoir un accident lors du sport. On va continuer à travailler dans ce domaine, mais c'est un risque, effectivement, qui est important. Les autres questions qui restent posées, c'est la population visée. Est-ce qu'il faut en faire qu'aux hommes? Quand j'ai proposé ça au ministère de la Santé, ils n'ont pas tellement apprécié. Mais c'est la vraie question, c'est les hommes qui meurent en faisant du sport. Pourquoi faire des visites aux femmes? Parce qu'elles ne meurent pas. Hein? Puisqu'on parlait d'économie. Et est-ce que vraiment, mais ça ce n'est que mon avis personnel, je ne dis pas du tout que j'ai la vérité, est-ce que vraiment c'est nécessaire de répéter autant de fois l'électrocardiogramme? Ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'études scientifiques qui ont montré, surtout après 20 ans, que c'était la peine d'en faire aussi souvent. Donc que retenir de ce sujet? Se rappeler que l'activité physique intense peut révéler une cardiopathie méconnue, que si on fait une visite, elle doit être efficace. C'est de la publicité mensongère de dire aux gens, je vous fais une visite de nos contre-indications, avec ça vous n'aurez pas d'accident, alors qu'elle ne sert à rien puisque je n'ai pas d'électrocardiogramme. L'interrogatoire, l'examen physique et l'électrocardiogramme doivent être associés.
c'est ce qui paraît le plus efficace pour une énorme population actuellement. Les limites de l'électrocardiogramme existent encore, il faut les améliorer. Et de toute façon, l'électrocardiogramme n'est pas la panacée absolue, car le risque zéro n'existe pas, c'est ce que vous a bien dit Laurent. Pourquoi cette personne qui jouait au foot comme un fou, hier n'avait rien, et le lendemain, il joue de la même façon, il meurt. Donc, mais ce n'est que mon avis personnel, si on fait une visite, un électro ou rien. Je vous remercie.